C'est le résultat d'un long travail, vieux d'une vingtaine d'années, dont on va parler ce matin. Un livre sur les arts traditionnels Wayana Apalai et qui condense les principaux savoir-faire, motifs et modèles issus de la tradition, de la vannerie au tissage en passant par l'architecture ou la céramique. Le but premier de cet ouvrage est avant tout, je cite, d'en faire un support pour laisser une documentation aux jeunes générations, celles qui, parce que scolarisées, n'ont plus le temps d'observer les gestes techniques de leurs parents ou grands-parents, avec, et c'est important de le dire, un avertissement juridique mis en avant dès le début de ce livre et qui rappelle que les savoirs mentionnés sont la propriété des populations Wayana, Yapala et Diomaroni, car on le sait bien, les savoirs et savoir-faire traditionnels font parfois l'objet d'appropriation par divers acteurs, l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou même celle de la culture. Ce livre, donc, Art traditionnel Wayana Apalai, a été écrit en collaboration avec l'association Itencom et paru tout récemment aux éditions Gué des Pam. Pour en parler, son autrice est avec nous ce matin. Bonjour Marie-Fleury. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour à la fois parler du résultat, mais aussi de toute la démarche qu'il y a eu en amont, parce qu'il y a eu des années de travail. J'aimerais déjà, pour commencer, que vous nous racontiez un petit peu comment est-ce qu'il a commencé ce travail, parce qu'entre les motifs, les masques, les parures, les portraits aussi que vous faites tout au long du livre, il y a énormément d'informations. Comment est-ce que c'est parti finalement le point de départ, ça a été quoi? Le point de départ, c'était dans les années 2000. Je coordonnais un programme qui s'appelait L'homme et les produits forestiers en Guyane. Ouais. Et donc, moi, j'avais choisi de travailler avec les Wayana, puisque j'avais déjà commencé à travailler avec les Wayana depuis 1996. Et très vite, on s'est rendu compte, c'était un petit peu le cas dans toutes les communautés de Guyane d'ailleurs, qu'il y avait une très très grande richesse au niveau de des arts traditionnels, parce qu'il faut parler au pluriel bien sûr, mais aussi une très grande fragilité, parce que beaucoup de détenteurs de savoir, de personnes qui savaient faire des choses, ne le fabriquaient plus. Et la raison qui était la plus souvent invoquée, c'était le manque de débouchés économiques, le fait qu'ils ne l'utilisaient plus dans la vie quotidienne, puisque ça a été largement remplacé par des gamelles en plastique, en aluminium enfin, tout un tas de choses qui sont venues de notre monde, du monde occidental, et qui ont remplacé en fait des objets qui étaient vraiment utiles au quotidien. Et donc l'intérêt pour eux d'avoir continué à travailler, à fabriquer ces objets, c'était l'existence d'une association qui s'appelait Kawai, puis il y avait aussi l'association IEP de André Cogna. Kawai, c'était Jean-Paul Kingelhofer, un instituteur de Twinkie qui avait aussi initié une démarche de sauvegarde et de transmission. Mais comme l'association n'existait plus, donc c'est là où j'ai proposé, puisqu'on avait créé GADEPAM en 2002, et donc très vite j'ai proposé à l'association d'élargir nos objectifs au-delà des plantes aromatiques médicinales et aussi d'offrir des débouchés à ces artisans-là qui vivent en Guyane. Vraiment, la démarche, c'est des artisans qui vivent en Guyane. Voilà, la démarche, elle est partie de là. Et puis, mon métier d'ethnobotaniste aussi, c'est quelque chose c'est une démarche à laquelle je suis évidemment très sensible. C'est la disparition, essayer de remédier à la disparition des savoir-faire et de toutes ces connaissances qui sont liées au milieu naturel. Je dirais qu'avec la disparition de la biodiversité, c'est un des éléments les plus graves qui est en train d'arriver. C'est que les peuples, je pense que c'est à l'échelle mondiale, sont en train de perdre ce lien avec la nature. Les peuples autochtones, malheureusement, souvent, ils sont déplacés, ils ont des gros problèmes, que ce soit avec des orpailleurs clandestins, que ce soit avec différents types d'exploitation de la nature, un autre modèle, un modèle totalement opposé au leur. Ouais. Qui font qu'ils sont dans des relations, enfin, dans des situations critiques, et que leur relation à l'environnement, évidemment, empathie aussi. Puis après, différents éléments, effectivement, extérieurs, comme la scolarisation, le fait que les jeunes sont envoyés sur le littoral, ou parfois plus loin, pour faire des études. Ils sont un peu coupés de leur milieu naturel et culturel, et la transmission, évidemment, a beaucoup de mal à s'opérer. D'autant plus que, et c'est ce qu'on voit quand même tout au long de ce livre, l'aspect sensible et matériel de ces arts traditionnels, il est considérable. Autrement dit, les matériaux, on va dire, de base, voilà, c'est ce qu'il y a autour de soi. Donc à partir du moment où on ne les utilise plus, fatalement, l'art et les savoir-faire, ils vont prendre un coup. Et tout le lien avec la nature. Ouais. Parce qu'en vérité, effectivement, quand on voit un objet, par exemple une pièce de vannerie, comme le katori en Arouman, c'est impressionnant le nombre de matériaux qu'on va utiliser pour faire cet objet qui évidemment est très beau à l'œil, mais on ne se rend absolument pas compte de la quantité
de matériaux qu'il faut connaître, reconnaître, aller ramasser, récolter, transformer, travailler, etc. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, je le dis parce que c'est important, il n'y a pas seulement le livre, c'est que dans le livre, vous avez accès à un QR code qui vous emmène sur un site où vous allez trouver des films qui, en fait, justement, retracent la fabrication de tel ou tel objet, de telle partie d'objet, parce que c'est la pointe de flèche, l'empennage, il y a plein de techniques. Et c'est là où on se rend compte du temps et de la technicité, mais extrêmement poussée, extrêmement raffinée, que ces peuples ont mis en place pour arriver à produire cet art. Et c'est toute la richesse, en fait, Enfin, c'est ça que j'ai voulu montrer, en fait. C'est que c'est pas seulement des objets, c'est toute la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des mythes. Il y a des histoires qui se réfèrent aux objets, à comment c'est arrivé chez eux, comment ils ont appris ces techniques, etc. Ça renvoie parfois à la cosmogonie, c'est-à-dire carrément la création du monde, de l'homme. Et voilà, en fait, il y a vraiment une très, très grande richesse derrière cet art traditionnel. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur l'aspect, on va dire, mythologique qu'il peut y avoir derrière tous ces objets. Le livre, là, on l'a sous les yeux. Il est terminé. C'est un bel objet d'ailleurs. C'est un beau livre. Merci. Mais et c'est ce que vous dites vous-même en introduction. Au final, impossible de mettre un point final à tout ce travail. Il y aura des versions futures, peut-être corrigées, ou bien là, ça y est, c'est totalement terminé entre guillemets. Non, ça sera jamais terminé. Ouais. Alors l'ouvrage, déjà, on va essayer de valoriser celui qui est fait, mais je pense surtout au site internet. L'avantage d'un site internet, c'est que lui, il peut être alimenté régulièrement. Ouais. Et je pense notamment aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes Wayana maintenant qui s'intéressent beaucoup aux nouvelles technologies et qui font des films. Hein. Et là, là, je leur tends la perche en disant, voilà, moi, ce que vraiment j'aimerais, et ce serait mon souhait le plus cher, c'est continuer à enrichir, parce que moi, je suis loin d'avoir fait le tour, c'est impossible. Mais par contre, s'ils voient des techniques qui sont en danger ou qui sont vraiment intéressantes, qui sont encore réalisées par des anciens, parce que c'est souvent les anciens quand même qui continuent. Et moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens que j'ai filmés dans les années 2000 qui ont disparu malheureusement. Et parfois, c'est des savoir-faire qui ont disparu aussi, parce que les jeunes n'ont plus la patience ou le temps d'accorder autant d'attention à une petite détail qui fait toute son importance, hein, en vérité. Mais voilà, il faut énormément de temps, de patience. Donc voilà, je pense qu'à travers ce site internet, ça peut continuer à être enrichi régulièrement. Et puis, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de faire une nouvelle édition. Il y a des lecteurs qui m'ont demandé de faire avec une version peut-être plus luxe, avec une version cartonnée. Moi, là, j'ai choisi l'aspect pratique, parce que l'idée, c'était quand même avant tout pour les Wayana et les Apalai, et qu'ils soient accessibles et que je puisse leur emmener. Déjà, ils pèsent très lourd, donc il a fallu l'emmener jusqu'à Maripasoula, jusqu'en des villages les plus éloignés. Donc, je pouvais pas me permettre de faire puis même du point de vue pratique, c'est plus pratique quand c'est une couverture souple. Mais pourquoi pas un jour faire une version plus, voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé, Marie-Fleury? Parce que je le dis pour ceux qui n'auraient pas encore vu le livre, il y a des photos, des dessins, du texte, des informations sur énormément de sujets. Vous êtes allé, je suppose, à plusieurs reprises directement dans les villages pour recueillir un petit peu tous ces savoirs. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je très très régulièrement, voilà, donc ça fait... Je vous lance naïvement sur cette question. Ça fait 30 ans que je vais régulièrement dans les villages Wayana des Hauts-Maroni, donc évidemment c'est pas le seul sujet que j'ai travaillé, hein. Je ne faisais pas que ça exclusivement, mais c'est un travail sur le très long terme, et d'ailleurs je n'envisage pas comment on peut le faire différemment, parce que j'ai jamais, ou très très rarement, j'ai demandé à des gens de faire une technique particulière pour que je puisse le documenter, mais la plupart du temps, moi j'étais plutôt là présente et à essayer de voir, de filmer, de photographier, de documenter ce qui se passait réellement dans le village. C'est pas des choses que moi je commandais, c'était eux fabriquent et moi je suis là. Ah, formidable, est-ce que je peux filmer? Oui. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est, je me souviens d'un petit monsieur qui habitait en Tekumpata, qui nous a quittés malheureusement, et il parlait pas du tout français, moi je parlais pas sa langue, et il venait me chercher à chaque fois qu'il allait faire une nouvelle étape, parce qu'il avait compris déjà
pourquoi je faisais ce travail. Et donc, ça m'émeut d'autant plus quand je vois le film et qu'on voit tous les gestes et tout ça, de la manière dont il nous montre ce qu'il fait. Et je pense qu'il avait cette intelligence de comprendre que je le faisais pour les générations futures et que c'était pour leurs propres enfants et petits-enfants. Voilà, c'est vraiment dans ces démarches-là que je l'ai fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de leur apporter. Et ce fois, je l'ai fait pour les Wayana. Après, que le public l'aime, moi, ça me fait très, très plaisir, évidemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en Guyane qui trouvent un intérêt parce que c'est un élément hyper important de la culture guyanaise. Et au moins, ça y est, là, c'est écrit noir sur blanc. Et là, ça y est, c'est fait. Je le disais en introduction, ce livre, il a été écrit du coup en collaboration avec l'association Itencom, je la prononce bien, Oui. qui existe depuis 2021. Est-ce que vous pourriez revenir sur déjà sur la création de cette association et surtout sur le label Wayana, parce qu'il y a eu toute une réflexion juridique sur comment protéger en fait les expressions artistiques des populations autochtones. Tout à fait. Vous avez raison de le souligner parce que dans un premier temps, mon idée c'était de faire un DVD interactif à viser des jeunes justement qui aiment bien les nouvelles technologies. Et donc, mais j'ai mis 10 ans déjà à réaliser le DVD, qui est devenu un site internet. Mais en vérité, c'était parce qu'il y avait une très très riche iconographie, des films, des photos, etc. Et je trouvais que c'était intéressant que ce soit sur ce forme de support. Sauf que quand j'ai terminé, 2013 c'était fini, je n'ai pas pu le sortir parce que j'avais un blocage. Je me disais, mais moi, je vais livrer ça au public, aucune protection. Et ça faisait déjà plus de 10 ans que les Wayana se plaignaient de se faire piller, en fait, leurs motifs et leur ciel de case, notamment, par... Donc, la crainte que les images des extérieurs soient réutilisées. Voilà. Ben oui, parce que on livre tout au public. Bon, après, c'est aucune protection, mais comment protéger un savoir autochtone? C'est très compliqué dans la législation française. Et donc, en fait, ça a été une démarche assez longue. Et donc, j'ai rencontré Marine Calmet, qui est juriste et qui a maintenant créé son association légale, qui milite beaucoup pour le droit du vivant. Mais donc, on l'a sollicité. GADEPAM, c'était à la demande des Wayana pour une étude juridique pour essayer de voir comment on pouvait protéger ces modèles et ces motifs dans le droit français actuel. Et c'est vraiment pas évident, parce qu'au niveau droit collectif, déjà... Peuple autochtone, on a à peine le droit de le prononcer puisqu'ils ne sont pas reconnus dans la loi française avec des lois spécifiques, des protections spécifiques. En plus, là, on parle de propriété collective, donc ça, c'est quelque chose de très compliqué à appréhender. Donc, on a toujours tendance à privatiser, voilà. Donc, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient. On est allé dans les villages leur présenter ces possibilités et ils ont choisi le label, qui est une forme assez souple, en fait, et qui est une forme de protection juridique plutôt défensive. Voilà. C'est pas du droit positif, mais c'est du droit défensif. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est publié, on sait que ça leur appartient. On est sur le territoire français, puisqu'évidemment, il y a des Wayana qui habitent aussi au Brésil, au Suriname, mais là, on parle sur le territoire français, dans la loi française. Voilà, l'idée, c'était, on va trouver une protection pour ce territoire, déjà. Et après, on verra... pour plus éventuellement discuter avec le Brésil. Ils ont déjà des registres de protection de leur patrimoine culturel immatériel. Et du coup, ce livre, c'est un petit peu l'occasion de venir soutenir en fait la création de ce label. En même temps la création du label. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association Itencom. Je dis on parce que j'ai activement participé aussi à l'organisation des réunions, etc. Et puis que du coup, GADEPAM, on est aussi adhérent. Enfin, on a vraiment épaulé la création de cette association qui n'était pas gagnée d'avance parce que on a beaucoup de petites associations pour chaque village, dans chaque village, mais une association qui réunissait tous les villages et donc aussi qui représente en fait les artisans du Maroni. C'est pas si facile parce qu'il faut se déplacer, c'est en pirogue, il faut de l'essence, c'est cher. Enfin bref, à chaque fois, c'est quand même une organisation. Mais voilà, donc Itencom a été créé en 2021 et depuis, on fait une assemblée générale régulièrement et on communique sur le label, parce qu'on n'a pas fini, c'est le début d'une démarche. Ce qu'on veut, c'est surtout sensibiliser au fait que ces savoirs appartiennent aux communautés autochtones et que, au minima, ceux qui veulent utiliser un motif de ciel de case, que ce soit pour un logo, que ce soit pour une affiche, etc., demandent l'autorisation, tout simplement. Et qu'ils s'assurent de bien l'utiliser aussi. Et que ce ne soit pas une demande individuelle, parce que ça, c'est contraire à leur système. C'est une demande à une association qui représente le collectif. Et on ne peut pas se contenter d'avoir l'autorisation d'une personne de dire oh, ok. Non, c'est pas comme ça. Le savoir ne leur appartient pas au niveau individuel, c'est un savoir collectif que eux-mêmes ont acquis
des anciennes générations et qui vont transmettre, je l'espère, au futur. Donc c'est quelque chose de différent. Il faut vraiment le prendre de cette manière-là. Et donc maintenant, j'invite les gens qui veulent utiliser les motifs Wayana à contacter Itencom et donc à demander leur autorisation et à expliquer dans quel cadre. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui les choquent. Moi, je comprends, quand un ciel de casse, c'est quelque chose qui est très spirituel, lié à leur spiritualité, à leur cosmogonie, etc. Et parfois, de les voir reproduire sur des planches à découper, la viande, c'est quelque chose un peu choquant, quoi. Enfin, je sais pas, dans n'importe quelle religion, on n'est pas dans le blasphémer, mais je dis pas que c'est une religion, mais c'est une spiritualité. Donc c'est aussi une forme de blasphème. Enfin, on n'utilise pas les choses. Par exemple, pendant un moment, il y avait un bar où il y avait des bancs avec des selles de case. Mais ça avait choqué les Wayana. On dit, oui, ils s'assoient sur nos selles de case. Mais non, on fait pas ça dans la tradition, on n'a pas le droit. Enfin, c'est quelque chose qui est assez respecté, les selles de case. Voilà, donc c'est pour vous donner l'exemple. Donc on va continuer à sensibiliser. Là, la prochaine étape, on aimerait faire une petite vidéo sur ce thème-là, sur le label. J'aimerais bien qu'on puisse le passer dans les avions, etc., ou à l'aéroport, en tout cas pour que les gens, quand ils arrivent en Guyane, ils sachent que oui, il y a des droits, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, et que s'ils achètent un objet d'une culture, qu'ils s'assurent que c'est bien des gens de cette culture qui l'ont fabriqué, que ça n'a pas été fabriqué ailleurs. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de votre livre, Marie-Fleury, vous décrivez certains modes opératoires, on va dire, par exemple, les principales étapes de confection d'une poterie ou les ciels de case, vous étiez en train d'en parler. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de faire un recensement le plus exhaustif possible du patrimoine, qui soit matériel et aussi un petit peu immatériel, parce que vous relatez des histoires et des choses qui relèvent plutôt de la tradition orale. Pour ne pas que les savoirs se perdent avec le temps, vous avez commencé à en parler, mais il y a vraiment une crainte et un risque que les choses se perdent plus le temps passe. Je pense, il y a une urgence. Les anciens eux-mêmes le disent, ils sont venus à Cayenne pour la présentation du livre. Ils l'ont clairement souligné. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas apprendre, en fait, ça les intéresse pas. Bon, alors, effectivement, il peut y avoir un peu plus tard une prise de conscience et des personnes de la communauté qui désireraient apprendre. J'espère qu'au moins ça leur servira d'outil pédagogique, parce que c'est ça, en fait, c'est recueillir ces savoirs. Bon, je sais que ça suffit pas. On fait d'ailleurs aussi beaucoup d'ateliers dans les villages. On a organisé plusieurs ateliers autour de la poterie, parce qu'il y a très peu de potières maintenant en pays Wayana. La poterie, mais aussi la perlerie, des objets qui étaient justement... la connaissance était dans les mains de quelques personnes. Donc on sent bien qu'il y a quand même un danger de disparaître. Donc on a formé des dizaines de femmes, et sur ces dizaines de femmes, il y en aura forcément quelques-unes qui vont reprendre le flambeau. Donc on ne travaille pas que sur la théorie, on essaye aussi, parce qu'évidemment l'art, ça se fait avec les mains, c'est manuel. Il faut que ça soit fabriqué pour apprendre vraiment... Et puis, ça servirait de support, je l'espère, en tout cas pédagogique. Je l'ai distribué dans les écoles. Donc, ils l'ont dans les documentations, les écoles. Et tout de suite, ça a été très bien accueilli aussi auprès des enseignants qui m'ont dit « Ah, c'est super, on va les utiliser. » Parce que, ils ont besoin toujours de faire référence à leur propre culture. Oui. Et même pour ne pas qu'il y ait en fait un trou aussi de quelques années dans la transmission d'une génération à une autre. Là, au moins, finalement, les choses, elles sont écrites, elles pourront être réutilisées. Je pense qu'en fait, c'est très important de sensibiliser les enfants. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué, notamment à travers le témoignage de la petite fille la fille de la potière qui avait appris la poterie quand elle était petite, qui n'avait jamais pratiqué la poterie depuis qu'elle était adulte, et qui s'y est remise, c'est revenu tout de suite. Et on sent bien que ce sont des gestes, en fait, qui reviennent naturellement parce qu'on a été... Bon, je pense que c'est un petit peu pareil au niveau musical, ou dans beaucoup de domaines. Si on a été plongé petit, les choses vont revenir très rapidement. Voilà. Et si ça n'a pas été fait, ça risque d'être du coup comme un domaine étranger qu'on ne maîtrise pas du tout et pour lequel on n'aura pas forcément d'attirance non plus. Donc, ce serait important de sensibiliser les enfants. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens du rectorat et c'est vrai que je n'arrête pas de le dire, mais il faudrait vraiment envisager une école... à Anticoum, ils avaient commencé à le faire, une école Wayana qui se fasse en dehors de l'école, mais qui soit faite par des personnes de la communauté pour transmettre les savoirs traditionnels à côté de l'école de la République. Parce que c'est extrêmement important pour eux. C'est aussi important, en fait.
Alors, l'idée de vous recevoir aussi, c'est de comprendre à quoi correspond, on va dire, symboliquement et culturellement le geste d'un artisan wayana qui va créer quelque chose. On sait bien que le rapport à l'art, le rapport à l'artisanat, évidemment, il va différer d'une région à l'autre du monde. Dans le cas des Wayana, ça représente quoi finalement? Bah voilà, de passer du temps sur la création de tel ou tel objet. Mais en vérité, la notion du temps est totalement différente. Ouais. Et elle l'était encore plus autrefois. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a une blague qui dit souvent, ouais, l'histoire de vous avez l'heure, mais nous on a le temps. Ouais. C'est sur le Maroni. Enfin, moi j'ai vécu beaucoup sur le Maroni. On peut pas dire que le temps a la même dimension sur le Maroni, à Cayenne ou à Paris. Enfin, c'est vraiment des lustres. Et on a le temps. Quand on ne travaille pas, qu'on n'a pas un travail salarié, ce qui était le cas quand même pour tout. Enfin, quand je suis arrivée, les Wayana travaillaient. Ils n'avaient pas de travail salarié. Hein. Ouais. Ça, ils n'empêchaient pas de travailler toute la journée. Hein. Je peux vous dire qu'ils étaient occupés tout le temps. Mais voilà, c'était une autre forme de travail. Et bon, beaucoup de liberté aussi derrière ça, parce que c'était leur choix. Et donc, en fait, le temps ne compte pas. On ne compte pas le temps qu'on passe. Ce qui est important, c'est de faire les choses bien. Et quand je vous dis les choses bien, c'est parfaitement bien. Mmh. Et c'est vrai que j'ai remarqué souvent que c'est quelque chose de très important dans cette culture. Et c'est pour ça, je pense aussi que cet art a gardé ce niveau extraordinaire au niveau finesse, au niveau beauté. Parce que c'est des gens qui ont le goût des choses bien faites, des choses parfaitement bien faites, et que si c'est raté, c'est raté, ils le savent très bien. Et donc on va essayer toujours d'atteindre la perfection, quel que soit le nombre d'heures qu'on va passer. J'ai fait beaucoup d'ateliers poterie avec Malilou, et je sais bien combien de fois il faut repasser sur l'ouvrage pour arriver à quelque chose de beau. Mais effectivement, c'est nécessaire, voilà. Et ça correspond effectivement à un mode de vie où on n'a pas du tout la même notion du temps. On n'est pas là en train de regarder sa montre. Ben non, mais là, moi, j'ai un métro à prendre, je sais pas quoi. Il faut que je fasse ci. Non. On a le temps. Et on fait ça au moment où c'est comme filer du coton. C'est extrêmement long. Extrêmement long de filer du coton. Bon, ça se fait de moins en moins. Les femmes, elles ont de moins en moins de temps. Mais on compte pas les heures, en fait. Et c'est aussi une manière de s'occuper les mains. Et tous ceux qui pratiquent un peu les arts créatifs, etc., savent quel grand plaisir ça peut être de créer avec ses mains quelque chose tout en se vidant la tête. T'es pas forcément, concentré sur des... Non, t'es concentré sur ton ouvrage. Et quelque part, c'est très libérateur aussi, en fait. Il y a quelque chose de... c'est une philosophie de vie, en vérité. Hein. Tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler de l'importance, on va dire, de la mythologie. À quel point les récits, justement, les récits mythiques, ils structurent tout l'art traditionnel, en quelque sorte. Ah, complètement, mais c'est fabuleux d'ailleurs de voir à quel point le ciel de Caz retrace leur cosmogonie et raconte en fait une histoire qui est l'histoire de la deuxième création du monde. Et parce que Dieu en colère avait fait dévorer tous les humains par des monstres aquatiques, les hippos, et c'est ces hippos qu'on retrouve sur les ciels de Caz. Et puis aussi, il y a toute une correspondance aussi avec d'autres animaux de la mythologie et aussi de l'histoire des Wayana eux-mêmes. Parce que des fois, entre mythe et histoire, moi, je m'en suis rendu compte en travaillant sur leur histoire, en les accompagnant sur leurs anciens lieux de vie, qu'en fait, il n'y a pas une rupture entre les deux, en fait. Les deux se mélangent un petit peu. Les deux se mélangent. À un moment, on ne sait plus ce qui est du mythe et de l'histoire, mais en vérité, il y a toujours un fond de vérité. Bon, donc c'est là où c'est vraiment passionnant parce qu'on voit un peu la profondeur de cet art qui, il n'y a pas que le ciel de Caz d'ailleurs dans tous les motifs, que ce soit les motifs corporels, et même les poteries ou que ce soit la vannerie, on va retrouver ces éléments donc de la mythologie qui sont représentés. Donc ça raconte une histoire. Simplement, et ça il y a Aima Opoya par exemple, ne pas le citer, mais il est très conscient de ça, parce que lui est spécialisé des ciels de Caz et il connaît l'histoire des motifs. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui reproduisent, mais sans connaître le nom du motif ou l'histoire de ce motif. Donc ça perd son sens. En fait, y a plus de ça sens. perd du sens, voilà. Et donc c'est très important de retrouver ce sens-là pour justement donner de l'épaisseur en fait à cet art traditionnel. Et je pense que cet ouvrage, en tout cas, je l'espère, va y contribuer. Dernière question, et je sais que c'est une question qui va toucher un petit peu et à l'histoire et à l'anthropologie.
Est-ce qu'on arrive à savoir et à connaître les évolutions qu'il y a pu avoir justement dans l'art Wayana et dans l'artisanat Wayana? Parce que là, du coup, quand on voit votre livre, on voit l'état actuel finalement de ce qui Oui. est fait, mais est-ce qu'on est capable de savoir finalement à quoi représenter une vannerie Wayana, par exemple, d'il y a 3 ou 400 ans? Bon, là, il faut aller dans les musées. Ouais, Et là, on se rend compte de quand même la similitude. Bon, même si c'est un petit peu moins fin, il faisait encore plus fin autrefois, je d'accord. pense. Parce qu'il y avait encore plus de temps. Mais en revanche, la forme et tout ça, c'est resté inchangé. Mais dans l'ouvrage, je tiens quand même à le souligner, j'ai mis les formes nouvelles parce que sur 20-25 ans, j'ai quand Eh même oui. moi-même pu voir l'évolution et comment la manière dont on se réapproprie certaines techniques, ne serait-ce que le ciel de case, puisqu'ils étaient dans les années 90, les Wayana fabriquaient quasiment que des ciels de case avec de la peinture acrylique. Ils avaient D'accord. perdu une technique pour utiliser les argiles naturelles se sont réappropriées. Et là, par exemple, on voit apparaître des poteries avec des motifs de ciel de case peints avec les mêmes techniques, avec des argiles colorées, etc. Ou même au niveau vannerie, on voit des modèles qui sont plus adaptés en forme de sac à main, etc. Donc oui, Donc il y a des c'est un art. influences, Et c'est évidemment. bien Eh ça ouais, qui définit un art, bien c'est qu'en sûr. fait, ça évolue et qu'on s'adapte au monde moderne et qu'on a envie de tester des nouveaux... On a des poteries en forme de théière, en forme de plat, de mug, enfin, tout un tas de choses qui apparaissent et qui vont certainement rester parce qu'il y a une vraie demande du public. Mais ce qui est important, c'est que les autres formes ne disparaissent pas aussi. C'est-à-dire que ça continue, qu'on continue en fait à transmettre aussi les formes traditionnelles telles qu'elles étaient fabriquées autrefois. Le livre s'appelle Art traditionnel Wayana Apalai et il vient tout juste de sortir aux éditions Gladépam. Marie-Fleury, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous ce vous. matin. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.